je vis frustré constamment de pas avoir assez de temps pour travailler, de pas avoir assez d'avoir 1000 projets en tête et de pas pouvoir les faire. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Et si le format podcast n'est pas suffisant pour vous, alors je vous recommande la toute première formation en ligne d'Andy, disponible sur Skillshare. Vous m'avez déjà entendu plusieurs fois parler de ce fantastique site de formation à destination des créatifs. Eh bien, Andy y a développé une classe entière sur le thème du projet personnel. Une tactique sur laquelle j'ai basé les 3 dernières années de ma carrière, donc je ne peux que vous la recommander. Pour en savoir plus, visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux @AndyGPizza. Avant de vous présenter mon invité du jour, j'aimerais débuter cet épisode en remerciant toutes les personnes qui sont venues le 7 novembre dernier au premier enregistrement live du podcast. Merci à vous. J'ai été hyper touché de vous voir aussi nombreux, tous entassés dans la petite pièce du fond de la Slow Gallery. Avant que l'enregistrement live ne commence, j'avais l'impression de retrouver l'énergie fébrile de certains de ces concerts où l'on n'a aucune idée de ce qui va se passer, mais il y a déjà de l'électricité dans l'air. La pièce se remplit, les invités arrivent, on installe le matériel, on règle les petits soucis techniques de dernière minute, et puis boum, c'était parti. Plus le temps de cogiter, il fallait être présent dans le moment. Une chose est sûre, je n'ai pas vu le temps passer et j'ai adoré l'énergie et l'enthousiasme de ce moment partagé. Merci à vous d'avoir fait le déplacement, merci à mes invités et merci à la Slow Gallery de nous avoir accueillis. Les photos sont visibles sur les réseaux sociaux et l'enregistrement sera disponible à l'écoute en fin d'année. Donc d'ici là, stay tuned. Ceci dit, l'épisode d'aujourd'hui n'est pas sans lien avec cet événement, vu que j'ai le plaisir de vous présenter ma discussion avec Aurélien Janet, l'une des 3 personnes que j'ai interviewées lors de ce fameux enregistrement live. Alors, Aurélien, qui est-il ? Eh bien, difficile de résumer le personnage tant il est prolifique. Car oui, Aurélien est illustrateur, mais également directeur artistique, éditeur, fondateur de Maison Tangible, et aussi galeriste depuis peu. Et oui, rien que ça. Mais rassurez-vous, Aurélien n'est pas un extraterrestre. Si vous avez l'impression qu'il ne dort jamais, c'est parce qu'Aurélien est toujours occupé. Et il y a une bonne raison à tout ça, et peut-être que cette raison, vous ne la soupçonnez pas. Je garde la surprise. Pour ça, je vous invite à poursuivre votre écoute. Dans cet épisode, on parle évidemment de son parcours et de son travail d'illustrateur, mais surtout, on discute de ses nombreux projets personnels, comme Maison Tangible par exemple, sa fameuse manufacture d'images et d'objets graphiques, sans oublier les interviews timbrées qui lui ont permis d'allier sa passion des timbres et de l'illustration, ou encore de l'exposition Piaf et de la réalité augmentée. Et puis, il y a aussi sa dernière aventure, à savoir l'ouverture de sa propre galerie d'illustration à Paris. Bref, les sujets sont nombreux et nous n'avons pas eu le temps de nous ennuyer. Donc, sans plus tarder, je vous propose d'écouter mon interview avec Aurélien Janet. Bonne écoute. 1, 2, 1, 2. Bonjour. Voilà, c'est bon, ça tourne. Top. Merci Aurélien d'être présent sur mon podcast. Je suis super heureux de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Ça fait quelques années qu'on se côtoie. Quand je pense à toi, en fait, je pense à 1000 choses. Je pense à réalité augmentée, timbre, illustration, typographie, poster, design, vieux objets, Jules Verne, enfin plein de choses. Et je trouve ça juste un petit peu dingue. Et du coup, Aurélien, t'es un peu toutes ces choses, non ? Oui, merci déjà de m'inviter. Oui, je pense être pas mal de choses. Je pense avoir plein de casquettes différentes parce que j'ai un problème, c'est que je m'ennuie vite. Et j'ai un peu une mémoire de poisson rouge et je m'ennuie vite. Donc j'ai besoin de faire plein de choses différentes pour me sentir comblé. Et du coup, c'est pour ça que j'en suis venu à faire plein de choses différentes et que je continue avec le nouveau et dernier projet en date avec la galerie. Trop bien. On en parlera d'ailleurs de la galerie. Mais du coup, vu que tu fais plein de choses, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois et qui te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu leur réponds quoi ? La première chose que je dis aux gens, généralement, c'est je dis que je fais de l'illustration. C'est plus simple, ça parle assez vite. Quand c'est des gens qui gravitent un peu autour de ce milieu-là, j'explique que je viens du graphisme print, donc vraiment des catalogues d'artistes, des plaquettes pour des artisans, des choses, des logos, des choses comme ça. Et puis quand la discussion
s'évade un peu, je vais plus loin, j'explique que j'ai un projet éditorial, que j'interviewe des gens, que je produis des collections, que je mets en place des résidences d'artistes, que j'ouvre une galerie, que je fais des bêtises en réalité augmentée, que j'essaie d'avoir plein de cordes à mon arc. Peut-être que pour certains c'est un défaut parce que ils diront que je vais pas au bout de certaines choses et que je maîtrise pas certaines techniques. Mais moi je le vois plus du côté, je peux appréhender une technique, par exemple le motion. Je me définis jamais comme un motion designer. Par contre, j'ai mis assez les mains dans le cambouis pour me rendre compte de ce que c'est qu'un projet de motion. Donc, je sais ce que je peux faire tout seul. Je sais à quel moment il faut que j'invite quelqu'un, à quel moment je peux bosser avec des gens. Je peux repérer des gens qui sont très très forts dans certains domaines. Et c'est devenu une force pour moi de me dire, je suis un vrai touche à tout et je suis capable de m'entourer des vraies bonnes personnes quand j'ai besoin de support sur certains domaines. Ouais. C'est de la direction artistique au final. C'est de la direction artistique. Alors maintenant c'est rigolo parce que tous les gamins qui sortent de l'école sont art directors sur leur CV, mais c'est devenu un peu ça par la force des choses en fait. Parce que au départ j'étais très très fier de dire que j'étais designer graphique parce qu'on disait pas graphiste parce que graphiste c'était pas bien, donc on disait designer graphique. Et puis avec le temps en fait j'ai tellement de rôles sur les projets que ouais, direction artistique c'est plutôt ce qui résume bien l'affaire, parce que c'est choisir la direction que va prendre un projet, savoir s'entourer des bonnes personnes au bon poste pour amener le projet là où on veut. Et puis il y a des fois où je fais tout seul, des fois où je fais une partie avec des gens, une fois où je fais quasiment rien et je fais juste la direction, et puis ça me va très bien. Donc t'es parti du design graphique pour aujourd'hui investir dans une galerie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? T'es français, tu viens de Besançon, hein, c'est juste? Exactement. Et t'as fait une petite pirouette du côté de Montréal, ouais, pour finalement t'installer à Paris en 2017. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est quand on s'est rencontrés ouais. d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet arrière-plan, de ce parcours et de cette petite parenthèse? Pour remonter très très loin, jusque dans le ventre de ta mère. Ouais, peut-être pas si loin. Bah si, en fait, quand j'étais petit, c'est très cliché, mais quand j'étais petit, je suis retombé chez mes parents il y a pas très longtemps sur des carnets de croquis et de vaisseaux spatiaux quand j'étais petit. Ah, comme quoi. Et j'avais complètement enlevé ça de ma tête. Je me rappelais même plus que je faisais ça quand j'étais petit. Et j'étais vraiment fasciné par peut-être pas forcément par le dessin en lui-même, mais dans le fait de fabriquer des choses avec un dessin. Tu vois, d'imaginer construire un truc où j'ai pas besoin de le faire avec des Lego, je peux juste déjà le dessiner puis voir déjà ce que ça donne. Ça c'est cool. C'est plus rapide. C'est ça. Et après j'ai été un élève très dissipé toute ma scolarité parce que j'étais plutôt bon élève mais jamais concentré, et du coup j'en devenais un élève moyen sur les notes parce que j'arrivais pas à me concentrer. J'ai fait quelque chose de très général dans mes études, et après les études, après avoir essayé plein de facs qui me convenaient pas, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a dit mais tu devrais essayer, toi qui faisais du dessin, de prendre des cours du soir aux Beaux-Arts, ça te ferait du bien, ne serait-ce que pour voir ce que ça fait. Et puis déclic, bingo, l'année d'après je rentrais aux Beaux-Arts à Besançon, où je suis resté pendant 5 ans, où j'ai rencontré des tas de gens formidables, et notamment un professeur qui est devenu un ami, qui s'appelle Thomas Huot-Marchand, qui est typographe. Il fait partie de mes mentors parce qu'il fait partie des gens qui m'ont soutenu à des moments où même moi je croyais pas du tout à ce que je faisais, parce que j'ai eu un parcours un peu chaotique dans les Beaux-Arts, parce que j'ai commencé dans les sections plutôt art, parce que c'est très segmenté, c'est soit section art, soit section communication visuelle. Et j'ai commencé en section art en faisant des films en stop motion justement, et je me dirigeais même plus vers une carrière entre guillemets. Enfin, je voulais peut-être prendre plutôt un parcours du côté du cinéma. J'ai même monté à l'époque un projet de court-métrage en pellicule, donc j'ai cherché des fonds pendant 1 an pour pouvoir tourner un court-métrage en pellicule. Court-métrage que je peux absolument plus regarder en peinture tellement j'aime pas, mais au moins l'expérience était vraiment cool. J'ai pu bosser dans le cinéma après en tant qu'assistant réalisateur sur des longs qui se tournaient dans la région. Ça m'a dégoûté du cinéma parce que comme beaucoup de gens qui sont pas prêts pour ça, c'est un monde hyper dur, donc j'étais pas prêt. Donc sur partie, j'ai fait du design graphique, j'ai appris le design graphique, j'ai appris comment on pouvait créer un caractère, j'ai appris plein de choses. Après des petites expériences en Belgique, à Bruxelles dans un petit studio. Après je suis parti à Lyon vers d'autres graphistes qui sont aussi parmi les gens qui m'ont beaucoup influencé, une agence qui s'appelle Superscript, qui ont fait toute la com des nuits sonores pendant longtemps, qui font énormément de choses, puis énormément de choses hyper pointues qui sont
très très bien. Et ces gens-là m'ont proposé à un moment je bossais en freelance pour eux, et ils m'ont proposé de rester plus longtemps, et c'est à ce moment-là que je me suis dit peut-être que c'est le moment de partir. C'est con. Et c'est le moment que j'ai choisi pour partir au Canada pour apprendre l'image animée. Donc là, ça faisait 2 ans que j'étais sorti des études, et puis je suis parti apprendre. À l'époque, on n'appelait pas ça encore le motion parce que c'était pas encore à la mode comme ça. C'était en 2012. On disait quoi? Au Canada, en tout cas, on disait plutôt de l'animation, tout simplement. On disait pas du motion design, soit de l'image animée, soit de l'animation. Ouais, c'était un peu. Et là, j'ai découvert. Ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose de formidable, sur tout ce qu'on peut faire en étudiant et en animant ne serait-ce que des formes vectorielles, des petites formes géométriques, des choses comme ça. J'ai eu la chance de participer à des projets où il y avait des projections, où j'ai fait des vidéos qui étaient projetées sur des façades d'immeubles qui faisaient 70 mètres de long en plein centre de Montréal. J'ai eu la chance de faire du VJing pour des concerts où tous mes visuels que j'avais construits et animés étaient projetés et faisaient danser des zinzins qui étaient à moitié sous. Et je me suis dit qu'en fait il y avait vraiment plein de choses à faire. Et puis il y avait surtout plein de pans de ce que je savais faire que j'annihilais complètement, notamment l'illustration, parce que je m'étais tellement concentré sur le design graphique que j'en avais oublié que je savais un petit peu dessiner, qu'avec 3 formes géométriques on peut faire un visage, et puis enfin tu connais mon style maintenant, donc je suis jamais très très loin de la géométrie simple, je suis jamais loin de quelque chose de très minimaliste, mais en tout cas, ça m'a permis d'achever un peu mon apprentissage, cette période à Montréal, en me disant, voilà, je sais faire ça. Je suis capable de mettre en page un bouquin, ou en tout cas de mettre en place l'architecture principale du bouquin, et puis de travailler avec quelqu'un qui est hyper pointilleux pour faire vraiment la mise en page de toutes les pages, et puis tout ça. Et du coup, j'en suis ressorti grandi. Je suis rentré en France, et puis plein d'envie de faire plein de choses. T'avais pas envie de rester à Montréal? Ah si. Je suis rentré par amour. Ah. C'est une bêtise évidemment. Je suis rentré par amour, mais je suis revenu à Paris par amour aussi. Donc tu vois, des fois ça te fait faire des mauvais choix, des fois ça te fait faire des très bons choix. C'est jamais à l'avance, mais la chance que j'avais, c'est qu'à Besançon, avec ce fameux professeur-là, Thomas, et plein d'autres potes des Beaux-Arts, on avait monté un grand atelier de sérigraphie, de riso, de linogravure. Enfin, on faisait plein de choses là-bas. On avait chacun nos bureaux qu'on payait une misère parce que c'était un lieu qui était en partie donné par la ville. Et ça m'a permis d'expérimenter plein de choses en sérigraphie, de prendre en charge la communication complète d'un festival qui venait d'ouvrir ses portes à Besançon, qui était fait par un mec qui avait son bureau avec nous, David, un festival qui s'appelle Bien Urbain, un festival d'art dans l'espace public qui est hyper chouette, qui fait intervenir des artistes dans l'espace public, donc des peintres, des gens qui font des parcours sonores, des gens qui font des interventions qui tiennent plus de la sculpture, voilà, plein de choses comme ça. Et David m'a laissé les clés pour faire les 6 premières années de la communication de ce festival-là. Trop bien. Les 2 dernières années, je me suis entouré, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, je me suis entouré d'un copain qui s'appelle Vincent Jacquin, avec qui on a travaillé en binôme sur le projet, parce que je sentais que moi je perdais un peu, je perdais pied, j'arrivais pas à trouver là où je voulais aller, et puis en fait confronter mes idées à celle de quelqu'un d'autre, et j'avais déjà l'habitude de travailler avec lui, j'avais l'habitude de faire des choses avec lui. Et en fait, ça a été pour moi, les 2 dernières années, ça a été parmi les plus beaux projets que j'ai fait parce que c'est vraiment pile ce que je voulais faire. Enfin, il y a pas eu de fausse note. On a fabriqué plein de choses avec nos mains. Le spectre de toutes les déclinaisons qu'on a fait sur la charte graphique du festival était tellement grande que c'était charmé, parce que le client, même si c'était devenu un copain, et puis j'étais quand même un prestataire, il était le client, et le client nous a complètement laissé carte blanche, et mis à part quelques contraintes techniques et puis des contraintes textuelles et des choses comme ça, on était vraiment les rois du pétrole, donc c'était mortel, et ça donne envie de continuer des projets comme ça. Et puis tu es venu à Paris. Et puis je suis venu à Paris.
Et puis je suis venu à Paris je vais pas dire sans connaître personne, parce que justement on avait j'avais des amis en commun avec ce fameux Vincent et ce fameux David, et l'ami en commun c'était Pierre-Louis, Bien sûr, qui a le magazine Eratum. Donc assez vite, c'est un des premiers avec qui j'ai dit bah vas-y, on essaie de se boire une bière. On s'est jamais rencontrés. J'avais déjà publié 2 illustrations dans son magazine. je pensais que Pierre-Louis tu l'avais déjà rencontré. Non, jamais. Ah, c'est en 2017 que tu l'as rencontré pour la première fois. Petite Absolument. Dédicace Pierre-Louis au passage. Ouais. ouais, Pierre-Louis, je l'avais jamais rencontré avant, et c'était une belle rencontre parce que du coup après on a fait des projets ensemble, on a fait l'expo Piaf en réalité augmentée, et puis j'ai quand même recontacté un peu mon réseau parce que j'avais eu des clients à Paris avant même d'y habiter. C'est toujours la même chose, tu travailles avec une agence, puis en fait 2 ans après il y a un chargé de projet qui a changé d'agence, donc il te fait bosser avec l'autre agence. T'as un rédacteur qui a monté un truc tout seul, donc il te fait bosser pour lui. Enfin, l'effet boule de neige fait que tu retombes assez vite sur tes pattes. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Si tu travailles et puis que je pense pas que ce soit une question de talent ou quoi que ce soit. C'est si tu travailles, si tu donnes bien et si tu fais bien les choses, tu trouves facile. Tu trouves pas facilement au début, mais en tout cas une fois que c'est parti, t'as du job, quoi. C'est pas un souci, quoi. Le mouvement appelle le mouvement. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, en parlant de mouvement, on s'est rencontrés en 2017 et c'était notamment à travers les interviews timbrées. Et pour moi, non seulement je sais c'est un projet de cœur, je sais que t'es complètement fou dingue des timbres, mais c'est super malin parce que ça t'a permis de développer ton réseau, en fait, en quelque sorte. Ça t'a permis d'approcher des gens. Du coup, voilà, est-ce qu'on peut parler des interviews timbrées? En fait, c'est avant de les faire, je me suis pas dit, j'ai pas fait le calcul en me disant, je vais interviewer plein de gens et comme ça, je vais rencontrer plein de gens et comme ça, je vais avoir plein de travail. C'est plus, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais j'ai des petits tics, des petits problèmes de concentration et des petits problèmes qui font que je vis frustré constamment de pas avoir assez de temps pour travailler, de pas avoir assez d'avoir 1000 projets en tête et de pas pouvoir les faire, voilà. Et en fait, ça a été une échappatoire donc le principe de l'interview timbrée, il est tout bête, c'est des questions que je pose à des artistes. Au départ, c'était toutes les semaines, puis après, le temps a manqué, donc c'était un peu plus dilettant, mais je pose des questions à des artistes qui viennent d'un spectre assez large. Il y a des typographes, il y a eu des photographes, il y a eu des graphistes, beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices. Je leur pose des questions sur le voyage, sur leur rapport à la carte postale, au timbre, évidemment, parce que j'ai une petite maniaquerie avec le timbre. Et en fait, je pense que 80% des artistes que j'ai interviewés, c'est des gens que j'avais jamais rencontrés avant. C'est des gens que j'ai interviewés un peu au culot. Je me rappelle plus, mais si, je crois que c'est comme ça, finalement. En fait, tu m'as suivi sur Instagram, ouais. Tu commentais régulièrement, et je pense que c'est moi qui suis venu vers toi. Je pense que c'est moi qui ai dit genre, on pourrait faire un truc ensemble si tu veux. Et puis tu m'as dit genre, ah ouais, grave. Et puis voilà. Parce que il y a 54 interviews. Moi, je suis numéro 12, il me semble. Donc c'était vraiment au début, quoi. C'était au début, ouais. Bah ouais, tu vois, par exemple, dans les 3 premiers, dans les premiers, il y a Maëlle, du coup, qui partage maintenant, qui est un peu ma deuxième femme, qui partage mon temps à la galerie. Il y a eu par exemple Stéphie Brocoli ou Sébastien Touache que je connaissais absolument pas, que j'avais jamais vu. J'aime trop leur boulot. J'adorais leur taf et puis il y a un jour j'avais capté qu'ils étaient couple dans la vie aussi. Et puis je décide d'écrire à Stéphie, voilà, un peu sur un coup de tête comme ça. Je lui écris un petit mail et puis c'est toujours un peu compliqué comme posture parce que je viens demander une interview, mais je viens aussi demander du temps et de la création parce que je demande à chaque artiste, à chaque fois, d'illustrer l'interview par une série de 3 timbres. Pour être tout à fait honnête, en presque 3 ans de ce projet-là, j'ai essuyé un seul refus où la personne m'a dit non, je fais pas ça, je travaille pas gratuitement, ce que j'entends tout à fait, hein, voilà, j'en veux pas du tout. J'ai eu une quinzaine, une vingtaine de refus par faute de temps. Des gens m'ont dit mais j'aimerais bien faire le projet, mais j'ai vraiment pas le temps, ou alors vas-y, on fait ça plus tard, et puis au final t'oublies et puis tout ça.
Et tous les autres, en fait, ils ont trouvé ça cool parce qu'ils se sont dit, chouette, c'est la récré. Je sais pas si c'est toi ce qui s'est passé. Ah, moi, c'est une récréation. Hein. Et en fait, c'est assez symptomatique de ce que j'ai envie de faire avec Maison Tangible, c'est-à-dire offrir une récré et un espace de création à des artistes sur des médiums ou sur des formats qu'ils n'ont pas l'habitude de traiter. Donc là, en l'occurrence, c'était les timbres. Plus tard est venue la réalité augmentée. Mais du coup, l'interview timbrée, ça m'a permis de rencontrer vraiment plein de gens. Il y a plein de gens que j'ai encore jamais vus en vrai, d'artistes que j'ai interviewés, mais où j'ai l'impression de les connaître comme si on avait fait nos études ensemble, parce que finalement, en leur posant des questions non pas sur leur travail, il y a 2 questions sur le travail, mais en leur posant beaucoup des questions sur leur rapport au voyage, sur la chose la plus folle qu'ils aient fait dans leur vie, est-ce qu'ils envoient des cartes postales, tout ça. En fait, ils me livrent un peu de leur intimité, puis en fait, dans leur intimité, ils me montrent ce qu'ils sont, et puis en fait, ce qu'ils sont, c'est leur travail. Parce que je pense que chaque créatif ou chaque personne met ce qu'elle est dans ce qu'elle fait, et du coup, c'est une belle porte d'entrée pour rencontrer des gens. Et après, ça a donné, des choses chouettes, tu vois. Par exemple, la relation qu'on a ensemble, où voilà, on se voit hyper régulièrement, où on fait plein de choses ensemble. Enfin voilà, ça donne une espèce de seconde vie derrière, et puis ça donne la porte ouverte à plein de choses derrière, quoi. C'est clair. Tu vois Arthur de Pince souvent maintenant? Eh ben écoute, figure-toi que on s'écrit de temps en temps. Ah ouais. Ouais. Excellent. Ouais. Parce que c'est un de tes héros, si je me trompe pas. C'était un des héros. En fait, quand je disais que je faisais du stop motion aux Beaux-Arts, à l'époque, j'étais fasciné par La Révolution des crabes, un de ses premiers courts-métrages. Que je trouvais complètement fou. Enfin, c'était génial. C'était d'une simplicité déconcertante, mais c'était fascinant. Et je l'ai croisé du coup à la sortie d'une expo un jour, et une expo que je faisais en réalité augmentée. Enfin, pas que moi, mais du coup une expo que je produisais avec Maison Tangible. Ah, la galerie 1310. Ouais, c'est ça. Et c'est lui qui vient en me disant comme un enfant, en me disant mais c'est trop chouette, j'ai trop envie de faire un projet comme ça. Et je dis écoute, pour l'instant je serais honoré que tu viennes faire un truc comme ça avec nous, déjà. Mais pour l'instant, j'ai pas de projet comme ça en cours. Mais si ça te botte, t'auras peut-être pas le temps, mais je peux te proposer une interview timbrée si tu veux. Elle m'a dit ouais, mortel, grave. Je viens de finir. Il venait de finir le 4e tome de Zombilenium, donc il m'a dit Banco, je te fais des timbres. Et ces timbres, ils sont trop bien. Il les a même animés. Enfin, ouais, ils sont magnifiques. Et du coup, je me dis ouais, c'est cool. J'ai coché ça dans ma liste. Ouais, c'est bon. J'ai fait travailler Arthur de Pince. C'est cool. Sur ta bucket list. Ouais, c'est ça, exactement. Trop bien. Et les interviews timbrées font partie d'une structure plus large, donc qu'on a mentionné précédemment, Maison Tangible. Ouais. Maison Tangible qui est une manufacture, tu peux nous éclairer? Je la définis comme une manufacture d'images et d'objets graphiques. Voilà. Parce qu'au départ du projet, parce qu'on était 2 au départ du projet, avec mon ami Mathieu, qui lui a eu la bonne idée de partir se marier et faire un enfant en Allemagne, tu vois. Quelle idée. C'était un peu plus compliqué après de faire des projets avec lui, mais la première année et demie, on a fait beaucoup de projets ensemble. Puis il vient chaque fois que il fait le trajet depuis l'Allemagne, quand on fait les pubs de l'illustration. Enfin, il reste une partie très active quand même du projet, même si physiquement il est plus là. Et donc on a monté ça en 2015 en se disant, le constat de base, c'était de se dire, il y a moyen de faire des belles collections d'images qui parlent du patrimoine, parce que à la base ça parlait du patrimoine, parce qu'on avait marre de voir des cartes postales à la base on était à Besançon, des cartes postales de la région moches avec des photos des vues aériennes. Enfin, on s'est dit qu'il y avait un terreau, il y avait un truc vraiment chouette à faire. Donc on a décidé de monter des projets de résidence d'artistes avec des lieux de patrimoine culturel. Le premier, c'était la Saline Royale d'Arquesnan, qui est un lieu à une 30aine de kilomètres de Besançon. Et du coup, on s'est dit, on va faire une résidence d'artistes, on va inviter un illustrateur. Le premier, c'était Owen Davey. Trop fort, quoi. Je suis super fan. Ouais. Puis nous, j'étais comme un gamin quand je l'ai contacté. Et il a accepté direct. Et puis, on l'a fait venir 3 semaines. L'objectif, c'était, il reste 3 semaines dans le lieu, mais vraiment dans le lieu, hein. Il dormait sur place, il vivait au rythme des employés du lieu. Et il devait faire une collection d'images en rapport avec le lieu. Il avait complètement carte blanche. Nous, on avait dealé ça avant avec le lieu. Et le lieu nous mettait à disposition un appart. Il nous aidait à avoir une bourse pour pouvoir payer Owen pour tout ça. Il s'est fait les vacances en France, quoi. Puis c'était même
Au-delà des vacances, c'est-à-dire qu'il était même payé pendant ses vacances, donc c'était cool, c'était des congés payés. Quand tout le monde sait quand on est freelance, ça n'existe pas, donc c'était bien. Et puis on vendait la collection d'images à la fois sur dans la librairie du lieu et sur notre boutique en ligne. Et ça a été un carton. En fait, au début, on s'était dit on va faire un petit tirage. Et en fait, on a été toutes les cartes, on avait fait des cartes, des petites affiches, choses comme ça. Ça a été sold out quasiment en 3-4 mois. Ouais, elles sont très belles. Hein. Ça a tellement bien marché en fait que la Saline nous a dit on remet ça l'année prochaine. Donc là, on s'est dit chouette. Donc c'était tout pile ce qu'on voulait faire avec Maison Tangible, c'est-à-dire diffuser la jeune création graphique dans le spectre de ce que je disais tout à l'heure, la typo, de l'illustration, du graphisme, de la photo, de l'image animée. Diffuser cette jeune création et la diffuser à un public qui soit un public large. On voulait pas parler forcément qu'à des gens du milieu, qu'à des étudiants en art ou des choses comme ça. On voulait clairement la réflexion qu'on s'était dit, c'était on voulait que ma grand-mère ait envie d'acheter ces images-là, quoi. Puis lui expliquer comment elles étaient faites, pourquoi elles étaient faites comme ça, et puis pourquoi cette image-là, elle a peut-être un peu plus de sens que une photo Getty Images ou une photo de banque photo, voilà. Je dis pas que on a révolutionné le métier en faisant ça, mais en tout cas, nous, ça nous donnait un prétexte pour faire des jolies choses, de rencontrer des belles personnes, et puis d'avoir une structure qui s'autofinance. Parce que là où est tout l'enjeu, c'est que Maison Tangible est une association. Maison Tangible n'a pas de subvention. Maison Tangible ne fonctionne qu'avec les ventes de ce qu'on produit. Donc les posters, les cartes postales, bientôt les objets. Ça fait 3 ans, hein, mais on va bientôt avoir des objets. Et c'est ça. Tout l'enjeu, c'était de se dire, on défend une vraie vision de ce que pourraient être les choses. D'abord, c'était dans le patrimoine, et puis après, dans ce qui est l'accès l'accès au digital et à la culture numérique pour les petits, tout ça, et le faire de manière chouette, sans attendre de quelqu'un d'autre que de nous. Donc je dis pas que les assos qui fonctionnent avec des subventions c'est pas bien, c'est pas l'État, c'est moi je viens du monde associatif et j'en ai fait des dossiers dessus, donc c'est juste je voulais plus faire ça. Et il y avait juste une solution entre soit être full subventionné, soit être un gros navire commercial et puis du coup se faire du beurre sur l'argent des artistes. Il y avait l'aiguille, on pouvait la mettre entre les deux et payer le mieux qu'on pouvait les artistes, faire des choses chouettes, le plus éco-responsable possible parce qu'on bosse quasiment qu'en circuit court, que sur des papiers certifiés. Enfin, on essaie de faire les choses bien. Ça nous rendra pas millionnaires, mais au moins on s'endort le soir en disant que on a fait des trucs, on a fait un projet qui tient la route et puis qui peut peut-être inspirer d'autres gens et puis qui nous fait surtout rencontrer plein de monde trop sympa qui prend part au projet parce qu'en fait juste en achetant une carte il devient acteur de notre projet, donc c'est tout bénef et pour eux et pour nous, donc c'est parfait, quoi. Ouais. Un autre projet qui t'a permis de collaborer avec de nombreuses personnes, c'est l'exposition Piaf qui s'inscrit dans cette technologie qu'est la réalité augmentée. Je sais pas si c'est juste de ma part de dire que t'es potentiellement un des ambassadeurs quand même en France de la réalité augmentée, mais en tout cas ça t'a permis à ton niveau de collaborer avec de nombreux artistes pour faire l'exposition Piaf. T'as fait un Kiss Bank Bank pour financer tout ça. Ça t'a amené à faire des conférences, des workshops, à vendre des produits sur ta boutique en ligne. Ça t'a même fait voyager au Kazakhstan. En gros, la réalité augmentée, on pourrait dire que c'est un peu ta botte secrète, non? Alors, je vais rectifier le tir sur ce que tu as dit au début. Je suis loin d'être le seul et je suis loin d'être le premier à en faire en France. Il y a des acteurs qui ont fait des choses vraiment très bien avec la réalité augmentée. Il y a des gens qui se battent depuis des dizaines d'années, des gens comme Étienne Mineur qui font des choses avec les éditions volumiques, qui ont malheureusement un peu essuyé les plâtres parce qu'en fait le public et la techno étaient pas encore assez prêtes pour que ce soit facilement diffusable. Il y a les copains de l'agence Monstre qui ont fait des projets autour de carnets en réalité augmentée. C'est via eux que t'as découvert? C'est pas via eux que j'ai découvert. C'est au Canada que j'ai découvert à l'époque. C'est arrivé plus ou moins. Les outils et les terminaux mobiles étaient assez puissants pour pouvoir le faire de manière à peu près convenable autour de 2011-2012. Moi, c'était l'époque où j'étais au Canada.
Et puis je me suis dit j'ai découvert, je trouve ça vraiment hyper cool. Et je me suis dit que j'allais bosser un projet au départ pas que là-dessus. Donc c'était un projet de recherche autour de Jules Verne. Et pour ceux qui connaissent pas ce qu'est la réalité augmentée, tu peux juste expliquer? Le principe est hyper simple, c'est ajouter une dimension digitale, donc une vidéo en 2D ou une vidéo en 3D, du son, des choses comme ça, via un terminal mobile, donc une tablette ou un téléphone. Donc l'action elle est toute simple, on filme, enfin c'est comme si on filmait le monde réel et au survol d'un certain ce qu'on appelle un marqueur en réalité augmentée. Donc ça peut être une image, ça peut être c'est comme un code, un flashcode. Ça peut être un flashcode, ça peut être un marqueur, ça peut être plein de trucs. Et en fait, dès que le téléphone voit ce marqueur-là dans le monde réel, pouf, il fait apparaître le contenu augmenté, du coup. C'est pour ça que la réalité devient augmentée. C'est un concept qui est vieux, qui est quasiment vieux comme la télévision, parce que la réalité augmentée, un des premiers exemples que je donne aux étudiants quand je leur en parle, c'est la météo. La météo, c'est de la réalité augmentée. C'est un fond vert sur lequel on va venir plaquer en direct des cartes animées. Bref, donc Jules Verne. moi, à ce moment-là, je suis à Montréal. Je découvre la réalité augmentée dans une expo d'art. À l'époque, c'était de l'art contemporain. C'était un truc assez pointu. C'était de l'art numérique un peu un truc un peu chelou, mais c'était vachement bien, très immersif. Et je découvre la réalité augmentée. Et puis moi, je commençais à bosser sur un projet autour de Jules Verne, où l'axe de mon projet de recherche, c'était faire accéder le jeune public, donc les 5-9 ans, 5-10 ans, à l'univers de Jules Verne. Ce qui est pas forcément une chose aisée pour ceux qui connaissent un peu la littérature de Verne, parce que moi, je trouve ça fascinant. J'ai grandi avec, mais en tout cas, c'est une littérature qui est un peu lourde de définition, elle est hyper réaliste, donc elle est très explicative. Il peut passer dans 20 milieux sous les mers, il peut passer 5 pages à faire de la classification de poissons, par exemple. Voilà. Mais je voulais quand même pouvoir donner une porte d'entrée au jeune public à cet univers-là, qui moi me fascinait. Donc il y avait deux pans. Il y avait un pan d'illustration où j'illustrais certains de ces romans de manière hyper simplifiée pour justement le jeune public, et un autre pan où je leur faisais décrypter des passages de texte dans un alphabet que j'avais moi-même imaginé, dans un alphabet géométrique que j'avais imaginé. Et dans mes recherches, j'ai eu la chance de postuler et de recevoir une bourse du ministère de la Culture pour pouvoir dégager du temps et pour pouvoir payer des gens autour de moi pour m'aider sur ce projet. Et au hasard de mes recherches, je suis tombé sur un lieu formidable qui s'appelle la Maison d'Ailleurs, qui est un musée à Yverdon-les-Bains en Suisse. C'est un tout petit village perdu entre Neuchâtel et Lausanne. Pour ceux qui passent en Suisse des fois, faut s'arrêter. C'est un musée hallucinant. C'est, je crois que la dénomination exacte, c'est musée de la science-fiction, des utopies et des voyages extraordinaires. Trop bien. J'ai déjà envie d'y aller. Ah ouais, mais en vrai, c'est un des musées les plus fous que j'ai fait de ma vie. C'est pas immense, c'est 2 grandes maisons qui ont été jointes. C'est surtout un des fonds de recherche autour de Jules Verne les plus importants au monde. Il y a, si je dis pas de bêtises, il y a presque 30 000 ouvrages, soit qui sont des ouvrages de Jules Verne, soit des ouvrages qui sont consacrés à Jules Verne. Parce qu'il y a toute une communauté qui s'appelle les Verniens, donc qui sont des chercheurs littéraires, sémiologiques, historiens qui sont autour de Verne. J'ai eu la chance d'en rencontrer un qui m'a aidé à sélectionner des textes, donc c'était super chouette. Et donc ce musée-là, que je contactais pour accéder à leur fonds de recherche, m'invite en me disant écoute, ton projet il peut être super bien, viens, on en fait une petite expo dans la bibliothèque Jules Verne du musée. Donc moi je saute au plafond, trop bien, je lui montre toutes mes planches de recherche, tout ça. Et il me dit par contre ce serait bien qu'on ait un espèce de médium d'interaction avec les enfants. Et là dans ma tête, ça pop, je me dis allez, boum, on va faire de la réalité augmentée, ça peut être vraiment bien. Et donc je m'approche d'un de mes copains qui est designer interactif, qui s'appelle Guillaume Bertrand, qui me dit je sais pas faire, mais on va y arriver. Et donc il a passé des mois. À l'époque, c'était pas aussi facile que maintenant. Donc là, c'était en 2012, en 2013, et c'était pas du tout aussi facile que maintenant. Parce qu'en 6 ans, les outils se sont développés à une vitesse hallucinante. C'est comme faire Paris-Roubaix en trottinette ou faire Paris-Roubaix en Lamborghini, si tu veux. Maintenant, ça a rien à voir. Et quoique Paris-Roubaix en Lamborghini, ça doit un peu secouer. Mais
Bref, du coup, Guillaume développe la première version de l'app qui s'appelait à l'époque Les Voyages typographiques de Jules Verne, parce que c'était le nom du projet. Et où il y avait 7 posters d'illustration et 7 posters de cryptographie qui étaient soit animés pour l'illustration, soit décryptés pour la cryptographie au passage de l'application, plus un portfolio qui avait été édité par le musée, tout ça. Donc projet hyper bien, plein de super bons retours, tout ça. Parallèlement à ça, j'étais en train de monter Maison Tangible. On vient de faire la première résidence. On nous appelle pour faire une deuxième résidence. Donc là, je me dis, bon bah voilà, deuxième résidence, on va mettre, on va level up, et puis on va mettre de la réalité augmentée dans la collection. Pareil, elle marche hyper bien. On fait venir un Canadien, enfin un Franco-Canadien, Rémi Vincent, que j'avais rencontré quand j'étais là-bas. Pareil, qui passe 3 semaines, qui fait une collection d'images en réalité augmentée. C'est tout marche hyper bien. Enfin, c'est chouette. Et quand j'arrive à Paris, je me rapproche de Pierre-Louis, on papote, tout ça, et Amael Isnard, donc dont je parlais tout à l'heure, qui a été le premier que j'ai interviewé dans les interviews timbrées, vient me voir un jour en me disant, en me montrant un poster avec des oiseaux un peu zinzin, des oiseaux parisiens. Il y avait un héron qui fraudait dans le métro, il y avait je crois un toucan qui vendait des montres à la sauvette devant le métro Barbès, enfin des trucs comme ça. Et il me demandait si je voulais l'imprimer en riso, parce qu'il savait que dans mon ancien atelier, j'avais un riso. Et à ce moment-là, je lui dis, ton poster, il est mortel. Je sais pas si te l'imprimer en riso, c'est ce qui lui rendra le plus honneur. Vas-y, on essaie si t'es d'accord, on pousse le projet encore plus loin. On invite d'autres artistes. Vous en faites une version, chacun fait une version animée, puis on fait tout en réalité augmentée. Lui, il savait même pas ce que c'était que la réalité augmentée à l'époque. Je lui ai montré les exemples avec Jules Verne, justement, tout ça. Et ça marche hyper bien. La prod, on part en prod avec Pierre-Louis. Pendant quelques mois, on fait la campagne Kiss Kiss Bank Bank, machin et tout. On se rapproche un peu par hasard de l'équipe du campus Fonderie d'Images à Bagnolet, qui organise 2 gros événements par an, les puces typo à l'été et les puces de l'illustration l'hiver. Et bref, je rencontre Margot du campus aux puces typo l'été. Je lui parle de mon projet. Je lui dis, ouais, je sais pas comment ça se passe pour avoir un stand, tout ça. Elle m'a dit, tu viens, tu me montreras ton projet, puis on en parle. 6 mois après, elle nous avait mis sur le plus bel endroit qu'on pouvait avoir aux puces pour présenter l'expo. C'était royal, c'était le point de départ de la tournée Piaf, parce que les oiseaux ont bien migré depuis. Puis ça a fait vraiment boule de neige. On a présenté dans des expos, dans des galeries à Paris. On est parti à Lyon, on est parti à Roubaix, on l'a présenté à Besançon. On l'a même présenté, du coup, comme tu disais tout à l'heure, on l'a même emmené au Kazakhstan. L'ambassade de France nous a appelé pour... le jour où j'ai reçu le mail de l'ambassade du Kazakhstan, je me suis vraiment demandé à 2 fois si c'était pas un spam, mais non, ça c'est... Et l'expérience était mortelle. Du coup, Pierre-Louis malheureusement n'a pas pu venir, mais j'ai emmené Amael avec moi dans mes bagages. C'est vraiment ta deuxième femme, Amael. Oui, ouais. Ma vraie femme est plutôt jaloux d'Amael. Ça va qu'Amael est gentil, hein. Mais du coup, on est parti au Kazakhstan ensemble. On a fait des conférences, on a présenté la techno là-bas, et en plus, comme c'est un pays très jeune, le Kazakhstan, ça fait finalement que depuis la chute du mur que ça devient un pays qui repose sur ses 2 jambes et puis qui teste plein de trucs. Ils ont accès à tout d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, ils avaient à peine la queue d'un ordinateur, et maintenant ils ont des Fab Labs et des Hack Labs complètement gigantesques. Et du coup, c'est mortel parce que il y a eu une espèce d'émulation avec tous les acteurs de ces trucs-là qui font plein de thèses dans tous les sens. Donc on a été là-bas leur présenter notre projet, ça a forcément hyper bien plu, et peut-être qu'on va même essayer de refaire des choses avec eux, avec l'ambassade et avec la galerie qui nous a invités là-bas. Donc voilà, Piaf, ça fait depuis décembre 2017 qu'elle tourne. Il y a un nouveau projet qui arrive bientôt, qui sera toujours en réalité augmentée, mais pour le coup, on va encore monter d'un cran, parce que Piaf... Long métrage. Non, ça pourrait être bien. Ça pourrait être vraiment bien d'avoir quelque chose d'immersif, mais Piaf, c'était que de l'image 2D. Enfin, c'était que de l'animation 2D. Je dis pas plus. Non, on garde la surprise. Voilà. Et le nouveau projet, il y aura d'autres choses, il y aura du son, il y aura peut-être de l'interaction, il y aura... Est-ce qu'on pourrait dire que Piaf, c'était un peu le point de bascule de tout ça? Ouais, parce qu'en fait, moi, ça m'a, en l'occurrence,
pour ma petite personne, ça m'a fait basculer dans un rythme où tous les mois et demi, on emmenait l'expo dans un endroit différent. On rencontrait des gens. Je me suis mis à faire des workshops autour de ça avec mon. Entre-temps, je me suis entouré d'un autre développeur parce que Guillaume lui-même me disait il trouvait un peu ses limites, il n'arrivait pas à faire, donc il préférait passer la main à quelqu'un qui était plus à même de faire ça. Donc je bosse avec Émeric, un développeur qui a un studio à Dijon, et avec Émeric on a envie de tester plein de choses comme ça. On a envie d'emmener la techno encore plus loin, surtout que lui il est vraiment il fait beaucoup de recherches autour de ça. Donc Piaf, ça m'a aidé à bien asseoir ma légitimité par rapport à cette techno. Encore une fois, je suis loin d'être tout seul à en faire. Non, bien sûr. Tout à l'heure, quand j'ai posé la question, Ouais, non, mais c'est juste que, en fait, c'est juste qu'il y a des artistes qui utilisent cette techno et dont je suis vraiment un admirateur profond. Il y a Guillaumite, par exemple, Absolument. qui est un illustrateur foufou, qui fait tout plein de choses complètement barrées pour le carnaval de Bordeaux chaque année, puis qui fait plein de choses en réalité augmentée. Il y a un duo d'artistes contemporains. Alors chaque fois j'échange, mais je crois que c'est Claire B et Adrien M, parce que c'est Claire Barden, qui sont des plasticiens et qui font plein de choses hyper poétiques avec la réalité augmentée. Hasard des choses, quand avant même de savoir qui serait là, en fait il se trouve que eux ont exposé en même temps que quand moi je faisais mon expo Jules Verne à Yverdon, eux faisaient une installation de plein d'autres choses dans le même musée. Mais moi je travaillais déjà sur la réalité augmentée avant même de les rencontrer. Donc c'est rigolo parce que je me dis que tu vois, j'ai rencontré des gens à un point de ma vie qui au final utilisent la même techno et qui s'amusent avec les mêmes outils que moi. Et le Adrien là en question nous avait pas mal filé de coups de main sur des débugages la veille d'expo parce que rien ne marchait évidemment. Donc ouais, ça a été un point de bascule parce que maintenant des gens me demandent mon avis sur cette techno alors que en toute humilité je la connais pas. Je pense qu'un étudiant en développement, enfin un étudiant des Gobelins ou des choses comme ça, doit certainement beaucoup plus connaître de choses que moi sur la techno. Après, c'est pas la techno pour ce qu'elle est qui m'intéresse, c'est tout ce qu'on peut en faire derrière. C'est toute la narration, toute la poésie, toute la pédagogie qu'on peut faire derrière avec cette techno-là qui m'intéresse. Imaginer des jeux pour enfants, des mini-expos, des choses immersives avec ça, je trouve ça fou parce qu'en fait, on devient acteur de l'expo ou acteur de ce qu'on est en train de lire ou de voir. Parce que, à la différence de la réalité virtuelle où on a un masque, où on est finalement assez spectateur, là on est obligé de bouger le téléphone, on peut zoomer, on peut s'approcher, on peut reculer, on peut bouger le téléphone dans tous les sens. Et c'est ça qui m'intéresse en fait dans cette techno-là parce que elle a certainement des limites, elle a certainement même des limites éthiques parce que on en parlait avec Caroline Bouige d'Étape. Il y a un côté un peu, comment dire, trop d'écran tout le temps, qui fait que. Mais moi, le principe que je m'étais dit, c'était, quand je faisais Jules Verne à l'époque, c'était de me dire, un gamin de 5 ans, il a forcément le téléphone de ses parents dans la main, à un moment ou un autre, soit parce qu'il l'a pris en loose day, soit parce que je jetterai jamais la pierre à un parent qui donne son téléphone pour que l'enfant regarde une vidéo pour se calmer, tu vois, ça arrive. Ou je vois ma nièce, son kiff quand elle avait 5 ans, c'était de prendre le téléphone de sa mère pour mettre de la zik sur l'enceinte Bluetooth et puis de danser comme une dératée devant l'enceinte. Enfin, tu vois, les gamins ont un téléphone dans la main, ils vont pour certains de moins en moins vers le papier, donc peut-être qu'il y a un moyen avec ce téléphone de les emmener vers de l'imprimé. Le terme maison tangible n'est pas venu là pour rien, si tu veux, c'est essayer de raccorder ça à quelque chose d'imprimé, à quelque chose de préhensible, à quelque chose qui est en volume, même si une feuille de papier c'est pas forcément beaucoup de volume, mais en tout cas il y a l'action de tenir quelque chose qui m'intéresse vraiment dans ce rapport à l'image. Et tout ça, tout ce dont on vient de parler, c'est des projets perso. Que ce soit les interviews timbrées, que ce soit Piaf, que ce soit la réalité augmentée, Jules Verne. Et du coup, tu bosses parfois pour, tu vois, les commandes, ce genre de choses. Comment tu équilibres les deux? Je pense qu'un jour tu avais dit que au final, tes commandes, c'était juste là pour te permettre de faire tes projets perso. C'est vrai ça? C'est vrai. Et en plus, l'avantage, et je pense que dans tous les métiers créatifs ou dans les métiers de prestation un peu comme ça, où c'est ce que je dis un peu aux
aux copains qui galèrent à faire à sortir de leur portfolio où ils ont l'impression que tout le monde les appelle pour toujours la même chose, tout ça. Moi, c'est ces projets de recherche là qui m'ont sauvé parce qu'en fait, de donner du temps sur des projets où je suis 100% moi-même, bah ça me permet après de les montrer et ça me permet que les clients derrière m'appellent pour venir faire cette chose-là. Donc au tout départ, c'est compliqué parce que au tout départ, comme tout le monde, tu manges de l'exé et puis tu fais des choses pas cool, mais t'essaies de sortir des projets qui viennent de toi à côté. T'essaies de montrer le moins possible d'exé et puis de plus en plus de trucs à toi. Et puis j'en discutais, tu vois, même avec un des artistes que j'ai interviewé pour les interviews timbrées, puis qui fait partie de Piaf, Playground Paris, Valentin. Lui, il va même au-delà de ça, c'est qu'il disrupte, parce que c'est très à la mode comme terme. Il fait exprès quand il voit que les clients l'appellent toujours pour la même chose, il fait exprès de complètement changer ce qu'il y a sur son site pour ne mettre en avant que des choses complètement à l'inverse de ce qu'il fait d'habitude, pour que les clients l'appellent pour ce genre de choses-là. Et ça fonctionne depuis qu'il est en freelance, ça fonctionne parce qu'en fait, c'est ce que tu mets en avant que les gens voient. Donc, au final, c'est là maintenant, moi, on m'appelle pour des projets en réalité augmentée, on m'appelle pour des projets autour de la transmission, parce que c'est une thématique qui m'intéresse vraiment, la transmission de savoir, de création, de choses comme ça. Et oui, en fait, ça paye comme ça. En fait, je me dis, bah voilà, au moins les projets que j'ai derrière, c'est des projets cool. Et au final, j'ai l'impression de faire quasiment que de la recherche, parce que même dans mes projets de commande, même quand il y a une contrainte dans le cas de choses, bah j'essaye soit d'aller vers une manière de créer, genre je sais pas, de prendre une commande et de tout faire à l'iPad sur Procreate parce que j'ai pas l'habitude, parce que j'ai envie de prendre l'outil en main, parce que tout ça. Et derrière, ce truc-là va me servir pour, enfin tu vois, à chaque fois c'est l'effet boule de neige. En gros, tu es l'architecte de ton futur, c'est-à-dire tu mets en place. Au début, c'est peut-être un petit peu difficile d'enclencher le mouvement, mais une fois que le mouvement est enclenché, tu réalises des projets perso qui ont de la gueule pour qu'on t'appelle, pour qu'on ait des projets de commande qui ont de la gueule dans ce style-là, et du coup le mouvement continue. C'est ça. En plus, je crois que le pire de tout ça, c'est que c'est même pas calculé. En fait, je crois que je suis un enfant gâté. Et en fait, non, mais en fait, c'est pas si poétique que ça. En fait, c'est juste, je suis un enfant gâté. Et en fait, j'ai envie de faire que ce que j'ai envie de faire. Point barre. Donc en fait, tout ce que j'ai pas envie de faire, je ne le fais pas. Ça m'arrive Mais t'en as fait des choses que t'as pas aimées. Il y a longtemps. En vrai, je peux compter vraiment en années allez, sur les 5 dernières années, j'ai fait un projet où c'était de l'exé. Mais après, les gens étaient hyper cool, donc ça s'est bien passé. Et puis, je l'ai pas mis sur mon portfolio, mais en vrai, voilà, c'était hyper bien. Et puis, mais même sur des commandes un peu moins glamour pour des clients un peu plus corpo ou des choses comme ça, ben j'ai l'impression, en tout cas, d'arriver à être à peu près moi-même sur ce que je sors. Et puis, le client, ça lui plaît, donc. C'est merveilleux, quoi. C'est un peu le fantasme de tous les artistes au final. Je pense qu'en fait, tous les gens qui soient illustrateurs, photographes, peu importe. C'est juste une question je vais pas dire de volonté, c'est hyper condescendant de dire ça, c'est hyper arrogant, mais c'est en fait une question un peu de prise de risque, c'est de se dire, si je me plante, à la limite c'est pas grave, c'est juste un projet. Enfin tu vois, je veux dire c'est pas très grave si cette commande-là ça va pas du tout, et ou alors si au départ j'essaie d'être complètement moi-même puis d'aller vraiment freestyle dans ce que j'ai envie de faire, puis qu'au final je me prends des portes et des portes et des portes, et puis que voilà. Entre la version 1 et la version 12, t'as toujours un spectre assez large, mais au moins t'auras essayé. Puis c'est juste con de se dire dès le départ, je me bride parce que c'est un client corpo. Bah non, à la limite, peut-être que le client corpo, justement, il a envie d'aller ailleurs, et puis s'il vient te chercher, c'est pour ça quoi. Là, par contre, la vraie chance que j'ai, c'est que je suis représenté par un agent maintenant depuis un peu plus d'1 an, et lui m'amène des gens. M'amène vers des clients qui, eux, ont l'habitude de traiter avec des créatifs qui sont qu'on vient chercher pour leur univers, si tu veux. Donc c'est ça qui est encore une step au-dessus, c'est ouais, t'es encore plus libre parce qu'en fait les gens viennent chercher exactement pour ce que tu fais. Donc essaye pas d'aller ailleurs. Des fois c'est ce que je disais pour Valentin, c'est que des fois peut-être qu'il y a même le truc de te dire ouais mais j'ai pas envie de faire ça, j'en ai trop fait, puis j'ai envie de faire autre chose. Là, t'es un enfant gâté capricieux, tu vois. Tu deviens l'évolution Super Saiyan de l'enfant gâté. Mais ouais, non, du coup, c'est à la fois une chance, mais à la fois une chance que j'ai provoquée parce que j'ai taffé comme un mort de faim avant pour
avoir ce luxe-là derrière, quoi. C'est pas arrivé tout cuit dans ma bouche et ceux qui sont dans mon entourage savent que je travaille assez pour me donner cette chance-là, quoi. Parlons-en d'ailleurs de ce côté un peu acharné de travail. Je sais donc que tu travailles beaucoup et comme tu l'as mentionné plusieurs fois auparavant, tu dis que tu as eu du mal dans le passé à te concentrer, que tu es un touche-à-tout, que tu as besoin de tout voir, tout faire. Et je sais, pour te connaître un tout petit peu, tu m'as déjà dit que en français c'est TDAH. Ouais, je crois que c'est tada. Tada. Ouais. Et tu peux nous en parler un petit peu plus de ça? Et en quoi en fait l'angle, c'est genre l'angle de la créativité, tu vois. Enfin, ça peut aussi être personnel, hein, bien évidemment, Ouais, mais en quoi ça influe sur ta vie, quoi? Ben, en fait, c'est un syndrome qui touche plein de gens, en fait, parce que c'est un peu le mal de nos générations, ou alors ça existait depuis longtemps, mais juste les gens n'étaient pas forcément au courant de ce que c'était. Ouais, en anglais, donc c'est ADHD. C'est des troubles de la concentration, moi, qui m'empêchent dans ma vie de tous les jours de me concentrer plus de 20 minutes sur une tâche. Je peux pas faire plus que 20 minutes sur une tâche, c'est impossible. J'ai le cerveau qui part et c'est pas une question de réseaux sociaux ou quoi, hein. C'est-à-dire que même sans internet, même sans tout ça, au-delà de 20 minutes, mon cerveau, il y arrive plus, en fait. Il bloque. Il fait un appel du pied pour faire autre chose. Donc j'ai trouvé des solutions pour pallier à ça. J'organise mon temps en sections de 20 minutes, tout simplement. Ah, des fois, c'est des choses toutes bêtes, hein. Je peux, par exemple, je sais pas, travailler sur une illustration 20 minutes, faire une pause, repartir 20 minutes sur faire du nailing, par exemple, revenir sur mon illustration. Ça, c'est aussi bête que ça. Mais si je sectionne pas mon temps, j'y arriverai pas. Je pourrais pas bosser 1 heure de suite complet sur quelque chose. Donc pendant longtemps, ça a été un vrai poids parce que au-delà de troubles de la concentration, t'as des problèmes de mémoire qui vont avec. Donc j'oublie des choses. Ma mémoire à court terme fonctionne pas du tout. Ma mémoire à long terme fonctionne bien, mais ma mémoire à court terme, je suis incapable de dire ce que j'ai mangé ce midi, par exemple. Ou alors il faut que j'y réfléchisse pendant une bonne grosse minute pour me dire ah ouais, que j'étais avec lui, il faudrait que je refasse le chemin à l'envers pour te dire ça. Et en fait voilà, du coup je sectionne vraiment mon temps, je multiplie le nombre de petits projets que je peux faire dans une journée. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, il y a certains qui vont dire ouais mais du coup tu fais pas un vrai projet bien sur ta journée. Ben si, parce qu'en fait faire de l'illustration pendant 20 minutes, passer à autre chose et revenir 20 minutes après ou 3/4 d'heure après ou 1 heure après, ben ça te permet de prendre du recul sur ce que tu viens de faire. Donc en fait, ça te permet de gagner du temps. Parce qu'en fait, t'as pas la tête dans le guidon, ça te permet d'aller plus à l'essentiel vite que ce que tu ferais si t'avais vraiment juste 1 heure complète dessus. Et en fait, ça se traduit dans le mode de vie général par une envie de faire plein de trucs tout le temps différents, parce que j'ai envie d'occuper mon cerveau à plein de choses. J'ai envie de faire de l'illustration, j'ai envie de dessiner des caractères en typo, mais ça, par contre, je sais que j'en ferai jamais un vrai projet parce que ça demande tellement de labeur et tellement de travail que j'aurais jamais la prétention de dire que je ferai un caractère typo. Mais voilà, ça me permet d'essayer plein de trucs. Et puis surtout, ça me permet de me libérer du temps d'esprit pour aller à la rencontre d'autres artistes, pour aller voir le travail d'un artiste, lui poser des questions, tout ça. Et en fait, ce qui était vraiment une faiblesse au départ, parce que ça a été une faiblesse pendant toute ma scolarité, pendant une bonne partie de mes études, en fait c'est devenu une force parce qu'en fait maintenant j'ai pas peur de dire que j'ai la casquette de faire de l'illustration, de faire un peu de motion, de faire de la DA, de mettre en place le projet de galerie, d'être éditeur, puisque j'ai encore une fois tous ces termes-là avec beaucoup d'humilité, hein. Je suis pas un grand éditeur, mais d'éditer des choses, parce que c'est quand même le principe d'un éditeur, c'est d'éditer des images ou des livres ou peu importe, mais d'éditer le travail d'autres personnes. Moi, c'est en l'occurrence sous forme d'images en série limitée, et je pense que si j'avais pas ce syndrome-là, j'arriverais peut-être pas à faire ça en fait, parce que j'arriverais à me contenter d'une seule tâche. Mais moi, j'y arrive pas. En fait, à long terme, c'est hyper bénéfique pour toi parce que ça te permet d'avancer sur plein de fronts en même temps. Ouais, c'est hyper épuisant pour mes proches. Ma chérie, la première, parce que
Et c'est pour ça qu'on se complète hyper bien, c'est qu'elle, au contraire, c'est la force tranquille, c'est plutôt quelqu'un de très très posé. Moi, l'hyperactivité l'épuise totalement parce que rester un week-end à regarder une série, je suis pas capable du tout Le de le Seigneur faire. des Anneaux, tu l'as jamais regardé d'un coup. Eh ben, figure-toi, alors tu vois, je vais te faire mentir, c'est que dans mes jeunes années étudiantes, à la sortie du Retour du Roi, je me suis fait la nuit du Seigneur des Anneaux. C'était intenable. Ça n'a pas été très facile, mais en tout cas, j'ai tenu 12 heures dans un cinéma, tu vois. Parfait. Récemment, j'ai fait la nuit du Nanarland au Grand Rex, Ah, qui très était bien. une nuit formidable. Et bon, j'ai quand même été souvent au bar, je te cache pas. C'est que le bar du Rex était ouvert. Mais ouais, non, sur le quotidien, mes proches, je sais que je les épuise. Hein. Je sais que ma chérie, elle a énormément elle mérite une médaille de supporter le tiers de ce que je suis tous les jours parce que j'ai constamment besoin de faire des trucs, quoi. Mais après, voilà, dans ma vie professionnelle, c'est sûr que c'est hyper bénéfique parce que ça m'emmène dans des endroits où où les autres vont pas forcément parce que soit par faute de temps, soit par peur de prendre trop de temps pour faire cette chose-là. Moi, je me pose pas la question, en fait. Je vais dans le mur et puis des fois, je me dis ah ouais, peut-être que j'ai passé un peu trop de temps sur ce truc-là et puis c'est peut-être un peu débile, mais voilà, je pense que sur le plan professionnel, c'est une vraie bonne chose, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Et du coup, on peut parler de ta galerie maintenant, parce que tous ces trucs touche à tout. Finalement, à l'heure actuelle, 2019, ton actualité, c'est ta galerie. Bah ouais, parce que dès le départ du projet Maison Tangible, il y avait cette idée de diffuser. Tu vois ce que je disais tout à l'heure, c'était moi, il y a un spectre qui m'intéresse dans la jeune création. Bah, j'ai envie de l'apporter à d'autres gens. Et donc au départ, quand on était à Besançon, c'était l'idée de se dire bah ouais, on va essayer d'ouvrir une petite boutique. Bon, comme je te le disais, le fait que mon binôme parte à l'étranger, ça a coupé court à tout ça, et puis c'était plus compliqué. Bref, en arrivant à Paris, j'ai clairement mis l'idée sous le tapis parce que le prix des loyers et puis tout ça à Paris me faisait vraiment peur. Et puis il y a quelques mois, je me suis dit bah allez, peut-être que ça vaudrait le coup de re-regarder un petit peu quand même ce qui est possible de faire. Et comme en plus de l'hyperactivité, j'ai quand même le vrai problème d'être un petit peu une tête de mule, si tu veux. Têtu ? Têtu. Dès que j'ai une idée en tête, j'ai un peu du mal à déjà me la chasser de la tête et puis à faire passer à autre chose. Donc il faut que j'essaye au moins. Et là, il y a quelques mois, j'ai commencé à regarder les annonces, j'ai visité des locaux et puis je me disais, bah voilà, si je trouve un endroit qui fait à peu près l'affaire, où je peux, comme je t'en parlais, si je peux louer un bureau pour un ou deux potes dans le fond de la galerie. Puis j'arrive à m'en sortir, au moins j'essaie de monter un lieu où le reste des loyers, en plus de ce qu'on paierait dans un coworking normal, serait pris en charge par les ventes de la galerie. Ben j'essaye. J'ai visité des lieux, et puis un jour je suis tombé sur un lieu complètement par hasard, une annonce sans image, même sans adresse, qui se trouvait être à 1 minute de chez moi, donc j'ai dit bah je vais aller visiter, je suis allé visiter, et puis coup de foudre complet parce que c'était pile la bonne taille, c'était tout, enfin je me suis projeté direct. Et donc j'ai ouvert la galerie en avril, tout début avril de cette année, avec l'objectif de départ de me fixer à peu près une expo tous les mois et demi. Il y en a déjà eu, je dis pas de bêtises, 3, 4, 5 depuis le début. Donc il y a eu l'expo des interviews timbrées dès le départ, qui me semblait hyper logique en fait de commencer avec celle-là parce que comme c'est un peu le projet colonne vertébrale de Maison Tangible depuis 3 ans. Ouais. Puis ça permettait d'avoir une expo collective, de faire venir à peu près tous les copains que j'avais pas eu le temps de rencontrer. Il y a d'ailleurs des artistes que j'ai rencontrés à ce moment-là que j'avais jamais vu avant. Il y a eu l'expo de Jérôme Massy après, qui est un illustrateur d'Annecy. J'étais là pour celui-là. Ouais, il y a eu une exposition alors j'essaie de pas faire que d'illustration, donc celle d'après, je me suis dit que ce serait pas mal d'exposer le projet Bookster, qui est un projet hyper chouette c'est un livre intégral sur une affiche. C'est assez chouette, c'est les copains de l'agence Martin qui fait ça. Et puis à la rentrée, j'ai exposé le travail de mon copilote de bureau, d'Amael Isnar, avec ses carnets de voyage. Et d'ailleurs, depuis la rentrée, je fais même des petits catalogues rétrospectifs, ce que j'appelle des carnets d'images, qui sont en fait des mini catalogues d'expo,
que je vends vraiment pas très cher, le prix d'un petit fanzine pour payer l'impression, mais c'est surtout pour avoir une trace physique de ces expos-là, parce que mis à part des photos, on a souvent, on va pas tout le temps sur l'ordinateur mettre les photos, tandis qu'un petit carnet dans la bibliothèque, on peut l'avoir un peu plus souvent. Il y a eu là en ce moment, au moment où on enregistre, il y a l'exposition de un peu ping-pong des canailles du studio Les Canailles avec Bérénice Milon. Les canailles qui, chose assez drôle, ont un lieu un peu dans le même esprit. Eux, ils sont à Lille. Ah, d'accord. Et ils ont un lieu qui s'appelle 4x3, qui est donc les canailles sont deux, c'est un couple, Diane et Jérémy, et ils se sont mis en binôme avec un autre couple qui sont je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que la fille fait de la papeterie. Je sais plus trop ce que fait le garçon. En bref, ils sont les quatre, ils animent un lieu qui est un peu plus grand. Ils sont à Lille. Ils ont un atelier de sérigraphie, ils ont plein de choses. Mais voilà, c'est le même principe. C'est une espèce d'atelier boutique, exposition, un peu boîte à chaussures pour tout faire. Et du coup, il y a cette expo-là. Il y en a plein qui arrivent. Là, il y a l'expo de Delphine Dussou, qui est une des artistes que j'ai rencontrés à Montréal, avec qui j'ai pas mal bossé, qui faisait partie de Piaf. Enfin, il y a tout cette espèce de petit monde que je voulais exposer depuis longtemps, que je commence à un peu rassembler et puis à faire, tel point que le calendrier des expos est quasiment verrouillé jusqu'à la fin 2020. Waouh. Donc ça. C'est génial. Ça paraît énorme, mais en fait c'est pas beaucoup, parce qu'en fait dans une année, si je fais des expos d'un mois, un mois et demi, sachant qu'il y a un mois où je ferme, là en décembre j'en fais pas parce que je vais me concentrer sur le côté un peu marché de Noël pour ouvrir le week-end, puis ressortir en fait, mettre partout sur les murs tout ce que j'ai dans la boutique. Voilà, c'est un programme qui va se mettre en place doucement, puis il y a des trucs que j'essaye, enfin. Par exemple, pour l'expo de Jérôme, on a fait des pins. Bah, je me rends compte que les pins, ils sont super beaux, c'est bien parti, mais c'est pas assez rentable pour en faire à chaque fois. Bah, c'est pas grave, on va essayer autre chose. J'ai fait les carnets d'images. Là, pour le coup, bah tiens, ça marche bien, mais peut-être que j'en fais un peu, peut-être que 100 exemplaires, c'est beaucoup, c'est que je vais peut-être en fait que 50. Enfin, chaque fois, c'est de l'ajustement au fur et à mesure. Et puis surtout, les premiers mois, ça a été un peu sportif parce qu'il y avait un double rythme à trouver. Maintenant, ça va à peu près. Surtout, j'essaie de faire le pas sur le fait de me dire, je me concentre d'abord sur mon travail de freelance, parce que c'est ça qui me fait manger. Ensuite, tout ce qui vient, c'est pour Maison Tangible. Et puis généralement, Maison Tangible nourrit le freelance. Donc, il y a un retour sur investissement qui est bien. Donc, c'est une trop cool expérience parce que déjà j'ai un bureau qui défonce parce qu'il y a plein d'images trop cool dedans. C'est clair. Donc non, beau projet, et puis ça va permettre de rencontrer encore plein d'autres gens. Donc ça va peut-être assouvir un peu ma soif de parler à des gens et de rencontrer de nouvelles personnes. Donc oui, parce que tu es très relationnel, faut le préciser. Oui et non. Je suis. Enfin, moi, un truc qui m'a toujours marqué chez toi, c'est ta gentillesse et aussi la simplicité que t'as pour parler avec les gens, quoi. Bizarrement, c'est un effort. Quand, par exemple, très clairement, je monte une galerie, mais je déteste les vernissages. Tu vois, le meilleur exemple, c'est ça. Moi aussi. Et pourtant, je me fais l'effort d'y aller. Et quand j'y suis, au final, j'aime quand même bien, mais c'est un effort pour moi. C'est exactement ça. Ou alors, j'essaie d'y aller juste avant le vernissage ou un peu à la fin, tu vois, pour parler aux gens qui sont les acteurs de l'exposition que je vais voir. Mais j'ai un peu peur de la foule, j'ai un peu peur je suis pas hyper à l'aise quand il y a trop de gens. À Maël, du coup, qui loue, qui est maintenant mon colocataire de galerie, a une aisance relationnelle qui me fascine parce que tu le poses dans n'importe quel endroit, ça marche. Ma chérie, c'est pareil, tu la mets n'importe quel endroit avec n'importe quel type de personne. En 2 minutes, c'est ses meilleurs copains, tout va bien. Moi, ça me demande un effort. Alors, et ça leur demande pas un effort à Amel et... Je crois pas. Parce que moi, c'est l'image qu'on a souvent de moi. Jérémy, il est super relationnel. Et c'est vrai, j'aime beaucoup les gens. Je suis fasciné par les gens. J'aime passer du temps avec les gens. Mais le moment entre je suis tout seul et je suis avec les gens, ce gap-là, c'est un véritable effort pour moi. Ouais. Et je préfère rester chez moi aussi à faire mes trucs. Et c'est pour ça que les interviews timbrées, c'était un bon moyen pour moi de rencontrer des gens sans affronter la peur de les rencontrer en vrai.
Parce que tu sais, quand on parlait de Internet Buddies, hein, des relations que tu avais avec Andy, avec Django, tout ça. Et c'est ça en fait, c'est de te dire ok, il y a peut-être un premier palier, ok, ils vont pas me mordre, ils ont l'air gentils. Allez, peut-être on va aller boire une bière ensemble, puis ça va être cool. On pourrait presque dire qu'un projet, c'est une sorte d'excuse pour construire un pont entre deux personnes, quoi. Complètement. Mais vraiment, là, le terme est pas mieux choisi. Il y a vraiment une passerelle et un truc qui fait que l'image, en fait, pour moi, elle me sert vraiment de pont pour parler aux gens. J'ai beaucoup plus de facilité d'aller défendre le travail d'un des artistes que j'édite plutôt que de défendre mon travail. Ah oui, c'est intéressant. Et je peux parler des heures d'un artiste que j'édite ou avec qui j'ai bossé ou dont j'aime le taf. Au bout de 5 minutes à parler de mon travail à quelqu'un, j'ai l'impression d'avoir fait le tour et puis de l'ennuyer profondément et puis que ce que je dis c'est pas intéressant. En même temps, c'est comme parler d'un film. C'est un bon médium pour savoir de quoi est fait l'autre personne. Moi, je sais que c'est une des raisons pour lesquelles je suis illustrateur, c'est parce que je me suis rendu compte que créer une image, c'était un vrai vecteur non violent, voire positif entre deux personnes, que si tu vas vers quelqu'un et tu dis hey, salut, on cause, ouais, c'est un peu chelou. Ouais. Que si en fait je crois que quelque part c'est l'acte de générosité initiale, c'est t'as créé quelque chose et parce que t'as créé quelque chose, la personne de l'autre côté est d'accord d'interagir avec toi plutôt que de tout de suite envahir l'espace personnel de la personne. C'est ça. Quoi. Il y a le côté bah tiens, je pose un petit pot de fleurs devant chez toi puis regarde si la fleur elle te plaît, on peut papoter ensemble. C'est ça, c'est cool. Exactement. J'étais censé te poser une question tout début. Je commence mes interviews toujours avec une question et j'ai oublié de te la poser. C'est la suivante. Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin? Tout ça, tout ce qu'on vient de dire. Déjà mon horloge interne qui fait que même le week-end j'arrive pas à dormir le matin. Non, ce qui me motive vraiment à sortir du lit, c'est de me dire que par rapport à beaucoup de gens qui vont au travail à reculons, qui n'aiment pas forcément le travail qu'ils font, ou alors qu'on a l'impression que ça n'a pas de sens, ou c'est que j'ai l'impression que ce que je fais dans ma journée m'excite tellement et me rend tellement heureux. Ah oui, il y a pas de raison que je reste au lit, quoi. Enfin, j'ai envie de faire plein de trucs parce que faire une illustration pour illustrer un article dans un magazine, je trouve ça trop cool parce que ça permet d'avoir une porte d'entrée pour celui qui va le lire. Bosser sur un bouquin pour enfants, il y a pas mieux. Je pense tu peux pas avoir un sentiment plus positif dans ta vie. Parler des autres, parler des artistes que j'aime, ça m'éclate parce que je me rends compte que ça plaît à d'autres gens aussi. Donc ouais, c'est exactement ça qui me fait sortir du lit, c'est de me dire tout ce que je fais dans ma vie me fait vraiment me donne la banane tous les matins. Je suis pas allé au bureau depuis des années et encore c'était quand je bossais pour une agence où je me disais le matin j'ai pas envie d'aller au travail, quoi. J'ai pas envie de faire ce que j'ai à faire parce que je sais que ça va être nul. Donc là je fais et heureusement que vu ce qu'on disait tout à l'heure, que j'ai essayé de donner la direction que je voulais à mon travail pour que les gens viennent me chercher pour cette direction-là. Ce serait quand même ballot que ça m'excite pas de le faire et puis que j'ai pas envie d'aller au bureau pour le faire, quoi. C'est beau. Écoute, sur ces bonnes paroles, merci Aurélien d'avoir pris du temps pour discuter avec moi. C'était hyper intéressant. Merci à toi de m'avoir invité. Merci Aurélien. Et à bientôt du coup. Longue vie à ton podcast alors. C'était ma discussion avec Aurélien Janet. Si cette conversation ne vous a pas donné envie d'accomplir plein de choses, eh bien, je ne sais plus ce dont vous avez besoin. Merci Aurélien pour ton temps et pour ta passion si contagieuse. Cette discussion m'a beaucoup inspiré et j'espère que cela fut aussi le cas pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à suivre Aurélien ainsi que Maison Tangible sur les réseaux sociaux. Aurélien est très actif, toujours prêt à mettre le travail des autres en avant et le sien de travail est lui aussi très beau. Je vous invite également à télécharger l'application Maison Tangible. Cette application vous permettra de visionner tout le travail en réalité augmentée dont nous avons parlé précédemment. Une façon de vous familiariser avec cette technologie dont il était question aujourd'hui. Et puis, si vous habitez Paris, pourquoi ne pas aller lui faire un petit coucou en personne à sa galerie? Si vous aimez les belles images, vous serez servi. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le dire avec quelques étoiles sur iTunes ou en le partageant à un ami. C'est la meilleure façon de faire connaître ce podcast.
Pour ne plus rien louper des actualités, vous pouvez également vous abonner à ma newsletter. Vous serez prévenu à chaque fois qu'un nouvel épisode est dispo. Et puis, j'y partage aussi toutes les références et ressources liées à chaque épisode. Les liens, comme d'habitude, dans les notes, vous savez où c'est. Un grand merci à mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Pour écouter ses sons, allez jeter une oreille sur sa page SoundCloud et suivez-le sur les réseaux sociaux @AdrienGuy-Musique. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle interview. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, prenez soin de vous, restez au chaud et restez créatifs. Ciao ciao.